Bonjour à tous et bienvenue, je suis Adrien Schilling, créateur de la chaîne Interaction qui vous parle des différences franco-allemandes dans le business. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon outil numéro un pour créer ce que nous appelons la synergie, c'est-à-dire non seulement amener les Français et les Allemands à éviter les malentendus, à éviter les stress, à éviter de perdre du temps, de l'argent. C'est très sympa tout ça, c'est certainement essentiel, mais beaucoup plus, à réellement créer de la synergie, c'est-à-dire de dire que 1 plus 1 égale 11. Bon, c'est sympa d'en parler, mais comment faire? Eh bien, l'outil numéro un que j'utilise, c'est de réussir à générer chez les uns et chez les autres ce qu'on appelle être un respect profond l'un pour l'autre. Alors, vous entendez respect et j'en suis sûr, vous dites, bon, d'accord, sympa, on sait, rien de nouveau, next. Mais attention, je ne vous parle pas de la notion de respect que vous vivez en ce moment à droite et à gauche, qui est complètement galvaudée, qui a été complètement évidée de son sens. Je vous parle du véritable respect. Quelque chose qui est de plus en plus rare, que l'on ne voit de moins en moins. Et donc, la raison d'être de cette vidéo, c'est de dénouer en quelque sorte les mythes qui règnent autour de cette notion de respect. Parce que je ne sais pas pour vous, mais en tous les cas, à mon sens, ce que j'observe, c'est une espèce d'une injonction de respecter tout et en même temps n'importe quoi. Je ne pense pas que derrière la notion de respect, et je vais le démontrer dans cette vidéo, soit exactement cela. Alors, il y a trois, disons, trois formes de comportement, d'attitude que je perçois qui sont liées souvent à cette injonction de respect. D'abord, je vois cette attitude qui est une forme qui dirait tout se vaut. On peut penser comme ça et on peut penser comme ceci, et c'est pareil en fait, c'est la même chose. Alors cette idée même, pour moi, elle va à contresens de la vie, tout simplement, tout bêtement. Et on peut prendre n'importe quel exemple de la vie de tous les jours. Au moment où vous allez devoir faire le choix entre prendre une pomme et une banane aussi, voilà, un choix aussi banal que cela, pour être en mesure de choisir, vous devez en quelque sorte évaluer selon certains critères, selon certains objectifs que vous avez. Vous allez faire un choix qui automatiquement fait qu'une chose ne vaut pas l'autre. Et donc, cette notion comme quoi tout se vaut, elle est intrinsèquement contraire à la vie que vous menez tous les jours. Vous êtes aujourd'hui quelque part, dans une certaine ville ou dans un certain village, et vous avez aujourd'hui un certain métier et non pas un autre. Vous avez fait des choix, vous êtes allé à droite à un certain moment de votre vie, à d'autres moments, vous avez pris une autre route qui vous a amené vers la gauche. Et en continu, du matin au soir, eh bien, vous êtes tiraillé avec des choix que vous avez à faire. Vous espérez que vous faites les bons choix. De temps en temps, vous regrettez. Vous dites, tiens, j'aurais dû prendre l'autre route. À d'autres moments, vous êtes aligné, vous êtes cohérent et vous vous dites, peu importe le résultat, je suis mon choix. Ce qui se passe dans tout cela, c'est bien l'intuition profonde que tout ne se vaut pas et donc que tout ne peut pas être acceptable. Attention, j'entends bien pour vous. Je ne me pose pas en tant que moralisateur en train de vous dire qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais cette idée même que pour vous, dans nos interactions, que vous me dites de toute manière tout est acceptable, non. Au moment où vous dites tout est acceptable, vous vous abdiquez vous-même. Étroitement lié à cela, il y a quelque chose qui pourrait peut-être même expliquer cette abdication de soi, c'est le politiquement correct. Cette volonté d'être diplomate, cette volonté de dire les choses sans vraiment les dire, et de surtout ne pas offusquer, ne pas blesser, ne pas déranger. Et derrière cela, il y a, eh bien, ou la résultante de cela, eh bien, une forme de superficialité dans les relations. Pour créer la synergie, il ne faut surtout pas s'abdiquer soi-même. Il ne faut surtout pas avoir une forme de relation superficielle. Et encore moins, et c'est le dernier comportement que j'observe, c'est la volonté de masquer un désaccord. Et c'est tellement humain, on le comprend tellement. Combien de fois est-ce qu'on aimerait éviter surtout de faire trop de vagues? Donc on va peut-être masquer un désaccord pour bien s'entendre. Mais bien s'entendre pourquoi? À quoi cela sert profondément? Dans le fait de masquer un désaccord, il y a un refus de l'authenticité. Il y a un refus d'être dans la vérité. Alors je dis, c'est peut-être dur à entendre, peut-être vous allez passer à une prochaine vidéo et donc peut-être que c'est exactement ce que vous ferez, mais si vous restez avec moi, j'ai vocation à, si j'aide d'autres personnes à avoir des relations vraies, à faire de la réelle coopération de manière très pragmatique, eh bien,
c'est parce que j'ai vu le profond bénéfice que cela peut être autant sur votre propre vie que sur votre entourage. Mais cela a un coût. Cela demande de faire des choix et donc d'évaluer certaines choses d'une certaine manière et d'autres encore d'une autre manière. Donc il faut se choisir, connaître ses valeurs, connaître ses objectifs, savoir ce que l'on veut vraiment. Il faut aussi avoir une volonté d'aller dans la profondeur des choses et non pas d'être dans la superficialité et ce qui probablement demande le plus de courage, être dans l'authenticité. Tout respecter, respecter chaque opinion, chaque action, c'est un non-sens. Ce n'est pas du respect. D'autres personnes bien plus intéressantes, intelligentes que moi ont écrit sur le sujet, donc je me permets de faire référence à ces personnes. Je parle notamment de Simone Veil, W-E-I-L, je parle notamment de Hannah Arendt, je parle aussi de Emmanuel Kant. Tous ont écrit sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment vous allez voir la notion euh, de vous devoir tout accepter, d'éviter à tout prix le désaccord et d'être politiquement correct. À aucun moment vous verrez ce genre de notion. Alors déjà, on ne parle pas tellement des opinions et des actions des uns et des autres. Le respect est étroitement lié avec la dignité humaine. Donc on est vraiment, on dépasse la notion de différence d'opinion et d'action. On parle il parle de la nature profonde de l'être humain et ce qu'ils disent en synthèse, ce qu'ils disent, c'est que votre dignité est respectable. J'ai à respecter votre dignité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans nos sociétés pluralistes, c'est surtout Hannah Arendt qui a un regard plutôt politique sur cette question de respect, mais et donc elle, son regard, c'est comment est-ce qu'une société démocratique peut fonctionner. Donc donc l'homme moderne, dans la société dans laquelle nous sommes, elle reconnaît qu'il y a ce côté universel de la dignité humaine, et à côté de ça, il y a une singularité. Chaque individu apporte voilà, sa singularité. Comment faire pour allier ces deux notions? Et elle dit bien donc qu'il y a toutes ces différences et qu'au-delà de cela, il y a cette dignité qui est immuable, qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un comportement, je vais le dire très clair, qui est non respectable, par exemple, qui enfreint les règles de la société auquel il appartient, eh bien, il va être jugé et il aura le droit d'être défendu par un avocat. Cette idée même d'avoir le droit, quel que soit le crime, quelle que soit l'action que vous avez posée, le choix donc que l'être humain fait, il a le droit à la défense, il a le droit à un avocat. Alors dans certaines sociétés du moins, qu'on va qualifier de sociétés plutôt développées, de sociétés démocratiques. Mais d'où vient cette idée? Elle est étroitement liée avec cette notion de dignité humaine. Donc ce qui est respectable, ce qu'on nous demande en quelque sorte de respecter, c'est cette dignité humaine. Donc, si maintenant j'apporte cette idée dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cela veut dire que tout ce que vous allez dire est respectable? Non, ce n'est pas ça ce que cela veut dire. Est-ce que ça veut dire que toute idée que vous formulez est acceptable? Non, cela ne veut rien dire que toute idée que vous formulez est acceptable. La seule chose que cela veut dire, c'est que vous n'êtes, et ça je reprends Kant en synthèse, vous n'êtes à aucun moment un moyen. Vous êtes en tout temps une fin en soi. C'est très important parce que ça veut donc dire que la notion de respect me demande à moi en tant qu'individu de rentrer dans une posture qui est très exigeante. Ça demande une posture qui est active, ce n'est pas juste une phrase et un mot que je vais dire, elle me demande des actions qui vous assurent que vous restez une fin respectable et que vous ne soyez jamais un moyen pour mes fins, que vous ne soyez jamais une utilité pour moi. Je dénaturerais, selon Kant, selon Arendt, selon Veil, je dénaturerais donc votre dignité humaine si vous étiez un moyen pour arriver à mes fins. Et je vais le dire très simplement, ça nous arrive tous les jours, il me semble. Je pense que très souvent, nous sommes nous-mêmes, si nous ne faisons pas attention, nous tombons dans des travers où en fait nous utilisons facilement les uns et les autres. Donc c'est quelque chose qui est aussi humain. Et il faut le savoir il faut savoir qu'il y a cette tendance de vouloir utiliser les uns et les autres pour arriver à nos propres fins. Mais cela, et cela seulement, et donc en tous les cas selon ces trois auteurs, la question du respect. Donc maintenant, si je fais le lien, je vous disais, c'est l'outil numéro 1.
l'outil numéro un pour créer la synergie dans l'interculturel, notamment franco-allemand. Mais je pense que cette question, enfin, si c'est l'outil numéro un dans le franco-allemand, c'est d'abord parce que c'est l'outil numéro un pour rassembler des êtres humains. Et donc, dans cette volonté de rassembler des êtres humains, certains ont choisi certains moyens, notamment la notion d'union. Et aujourd'hui, on parle beaucoup, là où moi je vous parle beaucoup d'interculturalité, on parle aujourd'hui beaucoup de la multiculturalité, de par les mouvements qu'il y a eu dans les derniers 50 ans, les mouvements de population. On parle beaucoup de multiculturalité et certains théoriciens sociologiques parlent même de la transculturalité dans l'idée que ces différences qu'Arendt adresse, que Simone Veil adresse, il y aurait plus un frein à notre union plutôt qu'un accélérateur, chose avec laquelle je ne suis mais absolument pas d'accord. Je pense exactement le contraire. Dans une de ces idées, notamment, et l'idée même de l'Union européenne, c'est OK, nous avons maintenant pendant des décennies, pendant de certaines années, certains pays en Europe qui se sont tapés dessus, et à un moment, on va peut-être s'arrêter, et on va peut-être rassembler des intérêts des uns et des autres. On va les unir, et si nous avons des intérêts économiques communs, cela va s'assurer que nous allons assurer à travers ce chemin-là la paix. En essence, le plan Schuman de Jean Monnet et donc de Robert Schuman qui est né avec l'union économique du charbon et de l'acier. Cette union, qui est toujours un peu avec ce slogan que l'union fait la force, bien évidemment, cette union, elle a été faite dans un contexte particulier, avec des conditions particulières. D'abord, numéro un, j'ai envie de dire numéro un, numéro deux, c'est exactement la même chose, les pays l'ont fait de manière libre. C'est-à-dire qu'il y a eu la souveraineté des États qui ont décidé d'unir leurs forces. Ça veut dire que cette phrase « l'union fait la force », elle n'est vraie, et à mon sens, elle n'est que vraie quand cette union est faite librement. Il faut qu'il y ait une raison commune et que les individus choisissent librement de s'unir. Voilà ce qui fait en effet qu'une union soit forte. Mais si cette union signifie la perte de votre souveraineté, on ne peut plus parler d'union, on sera obligé de parler d'uniformisation. C'est-à-dire que vous, individu, vous devenez une espèce de rien dans un espèce de tout. Vous n'êtes plus identifiable en tant qu'individu. Et le vrai challenge, c'est pour ça que je parle d'une posture qui est exigeante, le vrai challenge derrière le respect, c'est justement cela, c'est d'allier ce qui nous unit, donc notre humanité. Ça veut dire que vous êtes une fin en tant qu'être même. Donc vous avez le droit à une écoute, vous avez le droit à l'expression de vos pensées, vous avez le droit d'agir librement, vous avez le droit à tellement de choses qui découlent de ce respect. Si je vous enlève tous ces droits, fondamentalement, je ne vous respecte plus. C'est pour ça que c'est important de savoir, quand on utilise un terme comme le respect, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle du respect. Encore une fois, ce n'est pas du politiquement correct. Je ne vous parle pas d'abdiquer à vos propres pensées. Je ne vous parle surtout pas du fait d'éviter les conflits. Vous ne me respectez pas si vous faites tout cela. Je vais donc plus loin. Ce n'est pas juste que ce n'est pas du respect, c'est de l'anti-respect. Si vous ne me dites pas ce que vous pensez véritablement, vous ne me respectez pas. Si vous ne me dites pas ce que vous avez vraiment dans le cœur lorsque nous sommes dans une interaction, alors vous m'ôtez ma propre dignité. Vous dites en quelque sorte que je deviens un moyen pour vous, le moyen, c'est surtout éviter. La finalité pour vous, c'est d'éviter de faire des vagues, c'est d'éviter le conflit, et je suis un moyen. Et le moyen, c'est en quelque sorte, je suis le moyen, et bien parce que vous ne me dites pas les vérités, ça veut dire que vous et moi, nous ne partageons pas une authenticité, un rapport authentique. Alors cette posture exigeante, qu'est-ce qu'elle demande ? Si on parle d'union, si on a une volonté de rassembler nos forces, qu'est-ce que cette posture concrètement, elle demande ? Eh bien, elle vous demande d'abord à vous-même de vous connaître. De connaître qui vous êtes, vos forces, mais aussi vos faiblesses, de connaître vos tendances, de connaître vos valeurs. Étrangement, le fait de bien coopérer avec d'autres personnes passe énormément par la connaissance de soi. Peut-être un paradoxe. On pourrait dire il faut mieux connaître l'autre pour être en mesure de coopérer, certainement, mais plus vous vous connaissez vous-même, mieux vous serez en mesure de comprendre l'autre. Deuxièmement, être en mesure
d'écouter pour comprendre l'autre. C'est un processus qui est très actif. Souvent, on pense qu'écouter, c'est ne rien dire. C'est pas ça, écouter. Écouter, c'est pas ne pas vous dire ce que je pense. Écouter, c'est un processus actif. On parle de l'écoute active, ça veut dire c'est de questionner, de partir du principe, de partir du principe que vous avez en tant qu'être humain qui est digne de respect, vous avez le droit de formuler des idées et que ces idées vont être peut-être très différentes de la mienne, mais qu'elles peuvent être en elles-mêmes cohérentes. Une tendance humaine est de constater ces différences et de tout de suite vous dire mais tu as tort, sans même comprendre d'où vous venez, de qu'est-ce qui constitue votre pensée avant même de vraiment comprendre votre propre finalité. J'ai tendance, nous avons tendance à utiliser les autres comme un moyen. Et dans ce cas-là, si je vous dis tu as tort, vous devenez un moyen pour affirmer ma propre pensée. Car nous pourrions dire tu as peut-être tort, j'ai peut-être raison, mais in fine, dans notre interaction, pour l'interaction, j'entends bien, qu'est-ce que cela va changer? Très très peu de choses. En revanche, si je comprends d'où est-ce que vous venez, si je comprends réellement votre perception, pourquoi est-ce que vous voyez les choses peut-être différemment que moi, ce qui va se passer, c'est que vous allez dans votre être vous sentir respecté. Quand vous vous sentez respecté, vous êtes en mesure d'être vulnérable. Quand vous êtes en mesure d'être vulnérable, vous êtes en mesure d'avouer que vous n'êtes pas bon partout. Quand vous n'êtes pas bon partout, vous laissez de la place à l'autre. Quand vous laissez de la place à l'autre, vous laissez de la place à la force de l'autre. Quand vous laissez la place à la force de l'autre et que vous vous concentrez sur vos forces, vous permettez la complémentarité. Et c'est la complémentarité fondamentalement qui va être source et qui va permettre aux synergies de naître. Donc, je vous parle encore une fois de la posture exigeante qui demande 1. Connaissez vous-même, connaissez vos valeurs, connaissez vos objectifs, car cela induit ce que vous allez faire. Écoutez pour vraiment comprendre l'autre. Deuxièmement et troisièmement, reconnaître et s'avouer et être honnête quand vous tombez sur des différences qui sont fondamentales. Car dans ce processus, vous ne savez, par défaut, par définition, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir quel va être le résultat de l'interaction. Vous pouvez la souhaiter, vous pouvez la vouloir d'une certaine manière, mais plus vous voulez et vous souhaitez et vous avez cette finalité en tête, plus vous allez vous crisper et l'autre va devenir un moyen pour atteindre vos objectifs. Et donc, par définition, vous allez lui manquer de respect. À quel moment? Précisément au moment où cette personne diffère dans son avis. Alors que si vous êtes ouvert pour reconnaître la vérité, ouvert pour reconnaître ce qui est vraiment, vous laissez de la place automatiquement à l'autre et vous laissez aussi de la place pour une conclusion qui pourrait être vous et moi, nous n'allons pas travailler ensemble. En ce moment, quand je dis ça, on me regarde, mais attends, je pensais qu'il s'agissait de toujours faire en sorte que les Français et les Allemands travaillent ensemble. Mais pas du tout. C'est pas ça le sujet. Le drame de l'interculturel, et je me répéterai et je le redirai, le drame de l'interculturel, c'est pas que. Le drame de l'interculturel, c'est d'être dans un conflit, de penser que nous sommes dans un conflit parce que nous avons des conflits d'intérêts, parce que nous ne sommes pas d'accord, alors que nous sommes dans un pur malentendu. C'est ça le vrai drame. Donc l'objectif de la compréhension profonde de ce qu'est le respect, de ce qu'elle demande, de ce qu'elle exige, c'est d'abord et avant tout d'arriver à quelque chose qui est plus proche de la vérité. Une fois que vous êtes plus dans cette vérité, vous êtes plus libre dans les choix que vous allez faire. Vu que, idéalement, nous rentrons dans une union de manière libre. Tout l'objectif de ce travail, c'est de vous rendre libre. Alors oui, c'est vrai que la spécialité, là, on est beaucoup sur le franco-allemand. En même temps, là, je vous ai parlé de plein de choses qui n'ont explicitement rien à voir avec le franco-allemand, qui ont bien sûr implicitement beaucoup à voir. Mais parce que si ça marche dans le milieu du franco-allemand, c'est que ça marche aussi dans d'autres secteurs, dans d'autres cultures et dans d'autres langues. C'est d'abord parce que ça marche au niveau de l'humanité. Parce que vous et moi, nous sommes d'abord des êtres humains. Donc voilà les trois postures. Et, enfin, en quelque sorte, pourquoi est-ce que cette posture, elle est très exigeante. Mais en revanche, quand elle est appliquée, quand ce respect est réellement appliqué, ça veut dire que vous reconnaissez que l'autre n'est pas une fin pour vous, n'est pas un moyen pour vous, mais est une fin en elle-même. Alors vous devez vous intéresser à cette fin. Et si elle est une fin, que vous êtes une fin en elle-même, en soi, l'un et l'autre peuvent exister complètement indépendamment l'un de l'autre.
C'est-à-dire, vous pouvez avoir un avis qui est profondément différent, divergent du mien, sans que cela ne me touche en quelque sorte. Cela est possible seulement si je conçois que vous êtes une finalité en tant que telle et qu'en fait, votre vie n'a rien à voir avec la mienne. Si vous êtes un moyen pour moi, si mes enfants sont un moyen pour moi, cela arrive très souvent dans l'éducation. C'est-à-dire que les enfants deviennent la prolongation de nous-mêmes. Ou par exemple, le regard des autres sur nos enfants, on se l'approprie. Ben, ça veut dire que les enfants ne sont plus une finalité en tant que telle, mais sont un moyen pour moi. Et donc, a fortiori, dans cet instant, je ne respecterai donc plus, selon cette définition, je ne respecterai donc plus les enfants. Donc oui, c'est très exigeant parce que nous sommes confrontés tous les jours à des situations dans lesquelles, en fait, notre manière de nous comporter montre, je suis assez existentialiste en cela, le comportement montre que je ne respecte pas la personne. C'est pas, j'ai beau dire je te respecte, je te respecte, je te respecte, c'est mon comportement qui va vous montrer si oui ou non je vous respecte. La vérité là-dedans, c'est que on sent pertinemment bien quand quelqu'un nous prend comme personne entière, nous respecte notre dignité entièrement, ou quand la personne évalue continuellement moi-même en tant que bien, moi bien, meilleur ou non. Attention, je parle de la personne. Vous et moi, nous évaluons en continu la valeur d'idées pour nous. Certaines idées nous parlent, nous les acceptons, d'autres idées ne nous parlent pas du tout, nous les rejetons. Certaines idées nous plaisent plus que d'autres et donc nous évaluons. Et donc nous disons ça c'est bien et ça c'est mauvais. Et ça c'est tout simplement le propre de l'humain. Ce n'est pas à éradiquer. Qu'est-ce que va vous donner cette compréhension profonde du respect? Premièrement, et c'est en cela que c'est transformatif, la nature des conflits que vous aurez sera claire. Vous saurez, vous construirez sur du solide. Vous construirez votre maison, pour prendre une image de la Bible, non pas sur du sable, mais sur du roc. Vous aurez des fondements qui sont forts parce qu'il n'y aura plus de faux semblants. On aura déposé nos masques et vous et moi, on va parler vrai. Ce que ça peut créer, ce sont des synergies puissantes. J'en ai systématiquement les larmes aux yeux quand je vois des Français et des Allemands qui travaillent ensemble, qui traduisent par leur manière d'être. Je vais rentrer dans les clichés qui disent Hans, j'ai vraiment besoin de toi, tu dois m'aider dans la structuration long terme. Là, c'est un projet sur très long terme. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise là dans le traitement de l'urgence. Je trouve des solutions en 2-2. Si vas-y, mets-moi dans une situation inconfortable où rien n'est très structuré et je vais sortir toutes mes forces à ce moment-là parce que je vais être très spontané. Je vais utiliser toutes mes capacités de débrouillardise. Mais pour ça, j'ai besoin de toi pour planifier ce sujet-là. Ah. Et quand Hans dit Michel, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi parce que là, on est dans un pétrin, on est dans une crise. On s'est pris un mur, on avait tout analysé, on avait tout bien prévu, mais voilà, nous sommes en pleine dans une crise. On a besoin de toi pour gérer ça. Je n'arrive pas à le gérer. Moi, ça me crée des boutons de tous les côtés. Je suis perdu je suis complètement stressé. Je suis démotivé. J'ai beaucoup de mal. J'ai besoin de toi. Dans ces moments-là, mais c'est fabuleux ce qui sort. C'est fabuleux. Je le vois de manière récurrente. Et c'est à la portée de tout le monde. Mais ce qui se passe entre Hans et Michel, pour rester dans les clichés, mais ce qui se passe entre ces deux-là, c'est d'abord une reconnaissance profonde de l'autre. Et non pas un raisonnement qui est meilleur qu'eux, moins bien qu'eux. C'est en effet, c'est différent. Pas comme moi je ferais, mais c'est différent et ça a toute sa valeur. Voilà ce qui pourrait en découler, des synergies d'une puissance extraordinaire. Et quand cela n'est pas possible, parce qu'encore une fois, si vous êtes libre, si réellement vous entrez dans une interaction et que vous êtes libre, si vous êtes réellement authentique, vous ne savez pas ce que une interaction entre deux êtres libres et deux êtres authentiques, va aboutir à quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir, par définition. Parce que si vous êtes authentique, vrai dans votre manière d'approche tous les deux, eh bien, par définition, vous ne pouvez pas contrôler le process. Et donc, il se peut qu'en étant libre, vous arrivez à une conclusion qui n'était pas celle que vous aurez voulu générer. Et à ce moment-là, il peut même se passer des conflits
des affrontements. Mais ces affrontements peuvent être dignes. Ces affrontements, et ils ont existé depuis la nuit des temps. Nous avons des personnalités que nous connaissons dans l'Antiquité, dans des films populaires. Nous connaissons très bien le combat entre Ra's al Ghul et Batman, par exemple, qui est un combat qui est digne. Ils ne partagent pas les mêmes idées, ils ne partagent pas la même vision du monde, mais le combat est digne. Vous avez Sherlock Holmes et vous avez Moriarty qui pareil, sont deux adversaires qui sont dignes. Et je ne pense pas que les Français et les Allemands, enfin, dans ces exemples que je donne, il n'y en a pas un qui est Ra's al Ghul et l'autre Batman, mais je vais vous donner cette image de... Il est possible d'avoir des affrontements qui soient dignes, dans lesquels l'un et l'autre se respectent. C'est d'ailleurs la marque assez particulière de Sherlock Holmes et Moriarty, où vous avez un profond respect l'un pour l'autre, un respect de la cohérence de chacun dans leur manière d'agir. Vous avez un respect de l'intégrité intellectuelle, de l'intelligence tout simplement. Il y a même dans deux personnes qui se disent ennemis, il y a un respect l'un envers l'autre. Et ça, c'est aussi une possibilité dans n'importe quelle interaction. C'est d'arriver à une conclusion que, eh bien non, nous ne travaillerons pas ensemble. Mais quel cadeau si vous arrivez à cette conclusion parce que vous avez été libre du début jusqu'à la fin. Alors concrètement pour vous, qui travaillez dans le franco-allemand, très probablement, quatre choses que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo. Premièrement, reconnaissez qu'il y a des différences qui vont être fondamentales. Que vous devez de les clarifier pour vous, ainsi que pour toutes les interactions que vous aurez. Que la question du respect, de respecter l'autre, vous allez le montrer en offrant à vos personnes avec qui vous allez interagir, en offrant votre authenticité. C'est en cela que vous serez respectueux des uns et des autres. Parce que vous dites, en étant authentique, j'ai confiance que toi, en tant que personne entière, tu seras en mesure de réagir à ta manière qui est la tienne. Je n'ai pas à te dicter comment tu as à réagir. La seule chose que j'ai à faire dans l'interaction, c'est d'être honnête vis-à-vis de toi. Deuxièmement, et cela en découle, chercher et favoriser les échanges authentiques. Alors ça demande du courage. Ça demande du courage parce que ça demande d'être vulnérable ou de potentiellement être vulnérable. Troisièmement, définissez un cadre qui est très clair pour la collaboration, qui découlera de vos échanges authentiques. Quatrièmement, investissez dans la compétence interculturelle. Investissez dans votre compétence d'être. C'est du savoir-être plus que du savoir-faire. Je vous parlais de la posture, des postures qui découlent de cette notion de respect, qui est des postures qui sont exigeantes, qui vous demandent de vous tenir droit dans vos bottes. Et donc, il faut bien les connaître, ces bottes, connaître ses valeurs, malgré la peur, malgré l'inconfort, de dire ce qui est votre vérité. Et peut-être reconnaître que vous vous êtes trompé. Parce que dire votre vérité aujourd'hui, ça veut dire vous confronter à la réalité. Et si les deux parties le font, eh bien vous allez vous approcher de ce qui pourrait s'approximer à la vérité. On pense souvent que l'interculturel, c'est juste apprendre les codes. Pas du tout. C'est juste le haut de l'iceberg. Apprendre les codes et comment est-ce qu'on fait en Allemagne, comment est-ce qu'on fait en France. C'est passionnant. Beaucoup plus important, la vraie compétence qui est à développer ici, c'est une posture à avoir qui prend l'autre comme étant une personne entière, quelle qu'elle soit, avec son histoire, avec son bagage, et partir du principe que vous n'êtes pas une fin pour moi. Je vais terminer là-dessus, cela me vient spontanément parce que je me pose la question, comment est-ce que je vais pouvoir concrètement, qu'est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, tout de suite, je peux vous dire, si j'imagine que vous êtes une personne réelle derrière cet écran, en train de regarder la vidéo, qu'est-ce qui serait respectueux de ce qui ne serait pas respectueux?
Et si j'en reviens à cette idée de être une fin ou être un moyen, je fais aujourd'hui cette vidéo et je pourrais très bien la faire, comme étant un moyen où vous transformez à travers cette vidéo, vous devenez un moyen pour moi en termes de business, en termes d'offres, c'est-à-dire de vous devenez un client. Mais je ferai complètement fausse route. C'est-à-dire que ma réflexion dans cette vidéo, et comme chaque vidéo, c'est de dire est-ce que avec cette vidéo, vous êtes en mesure de faire quelque chose de manière libre? Est-ce que vous, là, vous pouvez, avec ce que vous avez entendu aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure d'avoir une propre réflexion avec des clés de compréhension qui vous permet ensuite vous-même d'implémenter et d'en faire quelque chose qui sera le vôtre, sur lequel je n'ai aucune prise, aucune main. À mon sens, c'est ça profondément le respect. C'est vous prendre comme une personne à part entière qui a son propre monde et essayer de parler à ce monde-là, qui est très différent du mien. J'espère que cela vous a plu aujourd'hui. Et bien sûr, je me tiens à votre disposition pour regarder vos interactions, analyser vos interactions, regarder où est-ce qu'elles se passent bien, regarder où est-ce qu'elles pourraient se passer mieux, toujours dans l'optique d'être en mesure, entre vous et vos interlocuteurs allemands, d'être en mesure de créer ce que nous appelons donc la synergie, une synergie pragmatique qui se base sur le respect l'un de l'autre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Avec grand plaisir.